Il est 19 h, l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici les principaux titres. La coopération entre la RDC et l'Union européenne était au menu des échanges entre le gouvernement et les parlementaires européens. Occasion pour l'Union européenne d'exprimer sa détermination d'appuyer la RDC dans différents secteurs dont les mines, les élections et la santé. La semaine africaine des vaccinations sera lancée du 27 au 3 mai en République démocratique du Congo, histoire de récupérer tous les enfants non vaccinés contre la poliomyélite. Décédé le lundi dernier à l'âge de 99 ans, le corps de l'ancien évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa est sorti ce mercredi de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Le corps est exposé à la cathédrale Notre-Dame du Congo où toute la chrétienté de la RDC va lui rendre des hommages mérités. La coopération entre la RDC et l'Union européenne était au menu des échanges entre les gouvernements et les parlementaires européens. Occasion pour l'Union européenne d'exprimer sa détermination d'appuyer la RDC dans différents secteurs dont les mines, les élections et la santé. On en parle dans ces reportages que signe Suzy Kibera Omar. 3 sujets ont été à l'ordre du jour de cette réunion entre le gouvernement congolais et les parlementaires européens. Les garanties du gouvernement concernant le respect du calendrier électoral, l'importance accordée aux investissements dans le domaine de l'éducation et la santé ont été à l'ordre du jour au cours de cette rencontre. Le ministre des Médias, celui des Mines, du Genre et autres membres du gouvernement ont pris part à cette réunion avec les parlementaires européens. Incontro molto utile con il primo ministro e con alcuni ministri della Repubblica. La rencontre était très positive. On a discuté de beaucoup de sujets avec le Premier ministre et les autres ministres et la délégation du groupe socialiste par rapport aux garanties que le gouvernement nous a données pour le respect du calendrier électoral. Pour nous aussi très sensible, la nécessité de réglementer l'extraction des minéraux dans la zone orientale du pays et aussi dans les autres zones du pays. Sur ça, il y a une volonté commune et une prise de conscience commune sur la nécessité d'avoir une réglementation plus attentive et respectueuse des droits de l'homme. Di regolamentare l'estrazione dei minerali. Les deux parties ont convenu de renforcer les relations en matière de droits de l'homme. Le gouvernement congolais est déterminé à assurer le bien-être des populations de la RDC. Pour preuve, le Premier ministre Matata Ponyo est allé se rendre compte du bon fonctionnement du centre hospitalier de Monkole de Mongafula. Pour la circonstance, quelques doléances sur l'amélioration de la prise en charge des malades lui ont été soumises. Matata Ponyo a promis d'y apporter des solutions. Suivez ces reportages. D'une capacité de 110 lits, le centre hospitalier Monkole de Mongafula a reçu mardi 7 avril 2015 le Premier ministre Matata Ponyo. Le chef du gouvernement a visité les 4 départements spécifiques qui constituent cette formation médicale. La chirurgie, la pédiatrie, la médecine interne et la gynécologie. Matata Ponyo a aussi visité la salle des urgences, la maternité, le laboratoire, la radiologie et le bloc opératoire. Tous ces services sont équipés dans le cadre du projet PES, projet d'équipement des structures de santé du ministère de la Santé. Le Premier ministre Matata Ponyo a été émerveillé par la propreté qui caractérise cet hôpital, ainsi que les dévouements du personnel à prendre en charge les malades. Tout en remerciant Matata Ponyo pour cette visite, quelques doléances lui ont été soumises. Le Premier ministre a promis d'y répondre. Créé en 1993 par le Centre d'études de coopération et des formations, Monkole est devenu hôpital général de référence dans la zone de santé Mongafula en 2011. Une fierté pour la République démocratique du Congo, selon le Premier ministre, qui rassure que son gouvernement a son regard dans tous les secteurs, notamment la santé, l'éducation et le transport. Ainsi, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Matata Ponyo, poursuivra son programme dans la vision du chef de l'État, car le Congo est un pays debout et a l'ambition d'être un pays émergent d'ici 2030.
Vous avez donc compris, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Jean-Marie Kamboua, directeur des publications du journal L'Avenir. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Martin. Ensemble avec vous, nous allons évoquer cet article des Mediapart relayé par les organes de presse de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement suivi cette information. De quoi il est question? Merci Martin pour la question. Nous avons été surpris le matin en parcourant la presse congolaise parue aujourd'hui, selon laquelle le Premier ministre Matata Ponyo aurait perçu des commissions dans des contrats signés avec des firmes en vue de l'acquisition de bus Transco ainsi que des 18 locomotives de la SNCC. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas ni accréditer cette information, d'autant plus que les amis qui ont relayé, les amis n'ont fait que relayer une information exploité par un média français qui s'appelle Mediapart. Alors, nous savons très bien que ces médias, c'est un média crédible, un média qui dispose de beaucoup de moyens financiers. Et lorsqu'il veut mener une enquête, il amène, il met le moyen. Voilà pourquoi nous prenons au sérieux les informations telles que nous ont été données. Et nous avons quand même tenté de l'analyser et d'aboutir à certaines conclusions que nous allons donner. Qu'est-ce qui explique cette forme de méchanceté de la part de ces médias, selon vous? Merci Martin. Comme je venais de le dire, Mediapart, c'est un média important français. Ces médias-là ont fait partir beaucoup de ministres, non seulement dans le gouvernement de François Hollande, mais aussi dans celui de Nicolas Sarkozy. Donc tout ce que ces médias font doit être pris au sérieux. Mais peut-être que pour les cas de la RDC, pour les cas du Premier ministre Matata Ponyo, peut-être que ces médias n'est pas allé au fond de sa logique et je vais les démontrer. Et les médias allèguent que le Premier ministre, lorsque des contrats ont été signés, notamment pour l'acquisition des bus Transco, que le Premier ministre s'est organisé pour percevoir 20 millions de dollars américains. Et des sources concordantes que nous avons pu recouper ce matin, nous sommes rendus compte que l'information était fausse. Pourquoi? Parce que des contrats sont signés en bonne et due forme et les contrats sont signés après que les appels d'offres soient publiés dans la presse locale et internationale comme l'exige la loi de notre pays. Donc on ne peut pas prétendre pour un contrat pareil et qui a respecté toutes les conditions que des commissions sont perçues par quelqu'un d'une façon souterraine. Des deux, c'est lorsque les mêmes médias parlent de la SNCC en disant que les contrats qui ont été signés en vue de l'acquisition des 18 locomotives ont aussi engendré des commissions pour les premiers ministres. Et lorsqu'on sait, Martin, que dans tous les contrats dont la Banque mondiale est mêlée, notamment l'acquisition des 18 locomotives, c'est sous financement de la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale impose des standards que les États doivent respecter. Et dans le cas de la RDC, on ne peut pas comprendre qu'un tel contrat soit passé et que la Banque mondiale elle-même, qui a financé l'acquisition, puisse demeurer silencieuse. Et puis, Martin, vous comprendrez avec moi que Matata Ponyo, selon des investigations que nous avons menées, a fait au moins 7 ans à la tête du bureau central de coordination. Un bureau par excellence qui n'est là que pour respecter la procédure de la Banque mondiale dans la passation des marchés. Donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a une telle expérience, et même si les contrats ne sont pas signés par lui, mais par ses ministres de BSECO, que de telles choses puissent arriver. Et le même média, Martin, finit par parler de la construction des 1000 écoles en disant que là aussi, il y aurait ponctionnement des commissions et consorts. C'est encore une fausse information dans la mesure où ces contrats, comme je viens de le dire, sont signés par BSECO et les ministères concernés et le Premier ministre n'a rien à voir là-dedans. Et s'il y aurait des commissions, elles seraient perçues par quelqu'un d'autre, non pas le Premier ministre. Étant donné que la Banque mondiale est impliquée et ces commissions n'ont pas lieu d'être parce que les standards sont très rigoureux dans la mesure où il suffit seulement de dépenser $10
qui n'a pas été budgétisé pour que la Banque mondiale puisse ouvrir une commission d'enquête. Vous n'avez pas oublié la commission d'enquête diligentée par la Banque mondiale lorsque Kawata, à l'époque, avait fait des dépenses non négligibles. Ce ne sont pas des dépenses qui étaient mauvaises en soi, ils n'avaient pas volé, mais le problème est que les dépenses ont été faites en ne respectant pas les procédures qui sont prévues par la Banque mondiale. Et celle-ci avait été obligée à l'époque d'initier une enquête qui avait obligé le gouvernement de rembourser l'argent dépensé. Donc vous comprenez dans quel contexte nous travaillons. C'est un contexte qui ne permet pas de voler aussi facilement des sommes d'argent importantes comme ça, pouvant permettre le développement de notre pays, pouvant permettre la construction de nos écoles. Je vais finir en disant un petit mot par rapport toujours aux écoles, en disant qu'à l'ère où nous sommes, il est vrai qu'il avait été prévu de construire environ 1000 écoles, mais à ce jour, nous sommes entre 500 et 600 écoles. Et des sources proches du ministère de l'EPSP, nous apprenons que le pays a une faible capacité d'absorption, dans la mesure où l'argent qui avait été mobilisé pour ce faire, nos capacités sont faibles à tel instant que nous ne parvenons pas à les terminer. Pour terminer, Martin, je dirais que le Premier ministre a intérêt à s'occuper de l'essentiel, qu'il s'occupe du travail qu'il fait, pour lequel les Congolais lui sont reconnaissants, et qu'il ne suive pas Mediapart ainsi que tous ses collabos qui sont en RDC. Sinon, il risque de ne pas faire l'essentiel, il risque de ne pas faire ce pourquoi les Congolais attendent de lui. Merci Jean-Marie Kamboua d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci. La campagne présidentielle des 5 watts gratuits au Katanga se poursuit sans désemparer. Une deuxième phase qui connaît l'engouement des malades, qui remercie les chefs de l'État initiateurs de cette caravane. L'initiative de cette campagne est d'atteindre 3000 opérations à l'issue de cette caravane. On va rester dans ces registres de la santé. La semaine africaine des vaccinations sera lancée le 27 avril en République démocratique du Congo. Pour récupérer les enfants non vaccinés, ce sera également une occasion pour le programme élargi des vaccinations d'introduire officiellement les vaccins injectables contre la poliomyélite dans le calendrier vaccinal. Toutes ces précisions ont été livrées au cours d'un point de presse. Reportage Clarisse et Coco Kapalay et Baudry Mata. Instaurée par la 60e Assemblée générale de l'OMS, la Semaine africaine des vaccinations a pour objectif d'attirer l'attention de la communauté sur la vaccination, accentuer les plaidoyers auprès des décideurs pour cette pratique vitale en faveur des enfants. Selon les dernières statistiques, 25% des parents en RDC n'amènent pas leurs enfants à la vaccination. À côté de cela, 10% des parents résistent encore à la vaccination. Le gouvernement et ses partenaires, dont l'UNICEF, tiennent à réduire ces taux en récupérant les enfants non vaccinés lors des journées locales de vaccination du 30 avril au 2 mai dans 6 provinces. C'est une semaine qui portera beaucoup plus sur la sensibilisation de tous, c'est-à-dire des communautés et des autorités par rapport à la vaccination. Nous attendons un travail de fond des médias qui est relayé la communication, qui est celui de sensibiliser tous les acteurs, toutes les parties prenantes par rapport à la vaccination. L'occasion faisant les larrons, les vaccins injectables contre la poliomyélite sera introduit dans les calendriers vaccinaux. Bon, la RDC est très vaste et nous avons 11 provinces. Et pour introduire un vaccin, ça nécessite beaucoup de la logistique surtout. Donc nous allons aller progressivement. Au mois d'avril, on va introduire dans 4 provinces. C'est la province de Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu et la province de l'Équateur. Un mois après, c'est-à-dire au mois de juin, on va aller dans la province de Katanga, la province dans les Dékassai et les Maniema. La Semaine africaine des vaccinations 2015 est placée sous les thèmes « La vaccination, un don pour la vie ».
La mort des 3 officiers FARDC dans une embuscade dans le territoire de Massissi ne réduira en rien la pression militaire exercée sur les FDLR. Précision des autorités militaires dans la zone. Dans l'entretemps, des voix s'élèvent pour demander aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo engagés dans l'opération Sokolade de tout mettre en œuvre pour éradiquer totalement ces rebelles rwandais. Des précisions avec notre correspondant de Goma, Marty Darbouz Olemba. Je vous invite donc à observer une minute de silence en mémoire de nos 3 illustres disparus. Une minute de silence à la 34e région militaire aidée au Kakatindo. C'est de cette manière que des hommages mérités sont rendus aux officiers FARDC péris dans une embuscade l'air tendue par des présumés combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR à Mugando Lupango en plein parc national de Virunga sous la route Kichanga-Sake en territoire de Massissi. Il s'agit bien du colonel Raphaël Bawili, commandant du 843e sous-secteur FARDC à Massissi, d'un lieutenant-colonel chargé des opérations et du capitaine Massoudi Ramazani, directeur de transmission de l'opération Sokolade contre le FDLR. Bien que cette embuscade était survenue dans une zone fortement sécurisée par les éléments de l'armée régulière à 2 km de leur position, le général-major Léon Mouchal Chipampa, commandant de la 3e zone de défense, rejette la thèse selon laquelle que c'était un coup préparé en connivence avec certains officiers de l'armée, mais parle plutôt d'une complicité de certains habitants du coin avec l'ennemi. Nous ne travaillons pas dans le désert, nous travaillons dans un environnement habité par des personnes. Un certain nombre de nos compatriotes continuent à se faire manipuler par l'ennemi, à croire que l'ennemi leur est utile. Mais il n'est pas impossible que dans cet environnement-là, il y ait des gens qui contribuent toujours à favoriser l'ennemi, à le cacher pendant que nous le recherchons au lieu de les dénoncer. À Mugando, la jeep des victimes a essuyé sans succès une roquette. Des assaillants vont devoir la seconde atteindre les véhicules dans lesquels ils étaient à bord. À l'allure où vont les choses, certains observateurs estiment que la menace du terroriste FDLR pèse encore, d'où la nécessité pour les forces armées de la République démocratique du Congo d'en finir une fois pour toutes. Soulignons que la justice militaire a ouvert des enquêtes, alors que les corps des victimes pourront être mis en terre ce vendredi, apprend-on des sources de la 34e région militaire. Marty Darbouz Olemba, Goma, RTGA. Le rôle des différents acteurs dans la mise en œuvre du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été épinglé à la conférence débat organisée ce mercredi par les bureaux conjoints des Nations Unies des droits de l'homme, la société civile, les autorités judiciaires, politico-administratives et locales y ont apporté leur expertise. Reportage Neftali Bouamoutala Osseni et Francis Siamoudeli avec les commentaires d'Esther Pezo-Oma. Au cours de cette conférence débat, il était question de sensibiliser les autorités politico-administratives provinciales et locales, les autorités judiciaires ainsi que les partenaires de la société civile dans l'optique d'une meilleure compréhension des enjeux qui sous-tendent la ratification du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce, dans l'objectif de créer un cadre de réflexion et d'échange entre le gouvernement de la RDC et les activistes de droits de l'homme. C'est un protocole qui a été signé par la RDC au moment de l'adoption de ce protocole, mais qui depuis, donc ça fait déjà plusieurs années, et qui n'a toujours pas été ratifié. Donc tant qu'il n'est pas ratifié, il n'est pas applicable sur le territoire congolais. Donc le but de cette journée, c'est justement d'expliquer quel est l'intérêt, de rappeler déjà quels sont les droits économiques, sociaux et culturels, d'expliquer l'intérêt du protocole et de voir quels sont les différents rôles, donc que ce soit les autorités locales ou les membres de la société civile, de ce qu'ils peuvent faire dans la mise en application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais également pour faire un lobbying pour que le protocole soit ratifié. Les participants à cette conférence débat ont salué l'initiative. Notre population est en train de rejeter dans la misère qu'on ne peut pas déplorer ou qu'on est en train de déplorer. Et il est vraiment intéressant que les autorités étant civiles, administratives, nous de la société civile, nous puissions réellement traiter, prendre en compte toutes les réalités par rapport aux droits socio-économiques de nos populations. Nous devons tenir compte des préoccupations majeures de la population de chaque quartier. La commune de Selembao, par exemple, la mienne a 18 quartiers. C'est-à-dire qu'il faut organiser des états, on peut appeler des états généraux, pour pouvoir déceler les différentes difficultés de chacun des quartiers.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme a reconnu les difficultés et problématiques liées à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, le BCNUDH a promis de lancer un projet pilote dans la ville de Kinshasa avec comme objectif la mise en place des plateformes de la société civile pour initier et proposer des solutions en vue de la ratification du protocole d'Aix par les autorités congolaises. De son côté, Aubin Minakou Ndjalanjoko, président de l'Assemblée nationale et vice-président de l'Association des parlementaires francophones, est arrivé à Dakar, capitale du Sénégal, pour prendre part à la conférence des présidents de l'APF. Ces assises vont examiner les mesures à prendre en Afrique pour combattre le terrorisme et maintenir la croissance économique en Afrique. Suivez. Le voici arrivé sur le sol sénégalais. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, accompagné par une délégation des députés et sénateurs de l'hémicycle du Palais du Peuple. À sa descente de l'avion, Aubin Minakou Ndjalanjoko est directement accueilli par son homologue sénégalais, Moustapha Niasse. Prendre part à la conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, voilà qui marque l'objet de sa présence au pays de Macky Sall, dont l'ouverture des travaux intervient ce 9 avril 2015. Durant 2 jours, les présidents de l'Assemblée nationale, membres de l'APF, Région Afrique, vont examiner l'exécution des recommandations de la régionale tenue à Brazzaville, au Congo voisin, au mois de mai 2014. À cela s'ajoute la préparation de la régionale Afrique APF qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Il sera également question au cours de ces assises de tabler sur les thématiques se rapportant à la croissance économique en Afrique, ainsi que sur la problématique du terrorisme sur le continent. De retour au pays pour vous signaler que le député national Muller Lutelo a passé ses vacances parlementaires avec sa base de Matadi. Une occasion pour lui de faire la restitution du travail abattu pendant la session de septembre dernier. Muller Lutelo a par la même occasion inauguré 2 escaliers construits sur fonds propres en faveur de la population de Matadi. Les récits avec Martin Kayembe et René Panfil Kayumba. Après 4 mois passés en session ordinaire et extraordinaire à l'Assemblée nationale, l'élu de Matadi a été à sa base. Question de rendre compte et inaugurer des ouvrages financés par sa fondation. À Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo, le député national Muller Lutelo a communié avec ses électeurs sur ce qu'a été la session ordinaire et extraordinaire à la Chambre basse du Parlement. L'élu de Matadi a fourni des explications sur la question de la loi électorale qui a causé des tensions au mois de janvier dernier. Il a également reçu de sa base les doléances qui tournent sur le déficit en la fourniture en électricité et en eau potable. La population de la ville portuaire n'a pas manqué d'évoquer l'épineuse question d'interdiction d'importation des véhicules d'occasion au port de Matadi et Boma. Muller Lutelo a promis de continuer son lobbying auprès des autorités pour que la mesure de la non-importation des véhicules d'occasion soit assouplie. Dans son souci de toujours servir, le député national Muller Lutelo a procédé à l'inauguration des escaliers dans les communes de Mvouzi et Nzanza. Ces 2 ouvrages financés sur fonds propres ont été réalisés dans le souci de soulager tant soit peu la misère de la population de Matadi qui fréquente ce coin de la ville portuaire. Betoke monte na escalier ya iti na tsuka kuna permemona albetoke bana kita fafar ke kwa na toala na descente kukita kaka ti na odimba ti na bon coin mena ulanda ti na bon coin ke wani passive kukita na kukita ale na bon coin betome inauguré dia ka escalier na ke fana ale betoke saba. Le premier escalier, long de 115 mètres, a été inauguré à la grande satisfaction de la population. De la commune d'Mvouzi, cap vers la commune de Nzanza, l'élu de Matadi, accompagné toujours de sa base, a également inauguré le 2e escalier, long de 120 mètres. Après un travail bien fait en faveur des Matadiennes et Matadiens, c'était une joie immense à travers la ville.
Pour sanctionner son séjour, une tombola a été organisée. Question de raffermir les liens avec ses électeurs de Matadi. En religion, tristesse, douleur et consternation, les chrétiens catholiques de Kinshasa sont inconsolables. Plusieurs d'entre eux ont pris d'assaut ce matin la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete pour assister à la levée du corps de Jeanne Moké, l'évêque auxiliaire émérite de Kinshasa, décédé le lundi. Sa dépouille mortelle est exposée dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo, où les derniers hommages lui seront rendus après une escale au complexe scolaire Monseigneur Moké. D'après un communiqué de la Sénico, le lustre disparu sera inhumé vendredi à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Ancien évêque auxiliaire de Kinshasa, Eugène Moké Mochuri est décédé à l'âge de 99 ans. Nous allons à présent découvrir ces communiqués qui vient de nous arriver à l'instant, conformément à l'article 21 de la loi organique numéro 13-0011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Tous les membres de la Commission nationale des droits de l'homme sont priés de prendre part à la réunion qui se tiendra ce jeudi 9 avril 2015 dans la salle des banquets du Palais du Peuple à 10h précises. Ordre du jour: adoption de l'ordre du jour, élection des membres du bureau et des coordonnateurs de sous-commission. 3 divers. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est exigée. La doyenne d'âge Marie-Thérèse Kenge Ngomba Chilombaï a signé ces communiqués. Mesdames et messieurs, voici les rappels des titres. La coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne est tout au menu des échanges entre les gouvernements et les parlementaires européens. Occasion pour l'Union européenne d'exprimer sa détermination d'appuyer la RDC dans différents secteurs, dont les mines, les élections et la santé. La semaine africaine des vaccinations sera lancée du 27 au 3 mai en République démocratique du Congo, l'histoire de récupérer tous les enfants non vaccinés contre la poliomyélite. Décédé le lundi dernier à l'âge de 99 ans, le corps de l'ancien évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa est sorti ce mercredi de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Le corps est exposé à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où toute la chrétienté de la RDC va lui rendre 2 hommages mérités. Voilà, ce journal va se poursuivre dans sa deuxième partie. Nous allons recevoir Ben Goy pour les journaux de sport, mais avant cela, suivez ceci.